Bon, allez. Bon, faut que je me dépêche. Bon, faut que je me dépêche. Putain, je suis en retard. Bon, ok. C'est bon, je suis en porte. Allô, une petite seconde, j'arrive. Bonjour, entrez madame. Bonjour, une petite seconde. Bon, je rappellerai. Oui, donc, oui, pour le café rencontre, c'est le mercredi à 14 h, comme tous les mercredis. Voilà, on se voit cet après-midi. Bonne journée, au revoir. Excusez-moi, madame. Bonjour. Vous venez parce que vous n'avez pas encore payé votre loyer et c'est compliqué. Vous savez que la permanence, normalement, c'est le jeudi matin. Il y a une assistante sociale qui vient vous aider. Mais bon, je vais faire ça rapidement. Ok. Ouais. Voilà, c'est bon, j'ai réglé le problème. Voilà, mais la prochaine fois, venez jeudi matin. Bon, il faut que je rappelle mon collègue là qui... Allô? Ouais, désolée, excuse-moi, j'étais occupée là, j'ai enchaîné alors que je viens d'arriver. C'est pour la réunion de demain. Ouais, écoute, je vais essayer de faire ça après le boulot à 17 h 30 parce que là, je n'ai pas le temps. Mais voilà, tu auras ça demain pour 9 h. Voilà, salut. Eh bien, bonjour à tous. Moi, c'est Aurore. Mon prénom, c'est elle. Et j'espère que vous allez bien. Vous n'êtes pas trop stressés? C'est moi, oui. Je vais commencer par faire une petite respiration d'urgence. Donc, la respiration d'urgence, c'est on prend une grande inspiration. Et quand on expire petit à petit, on retient son souffle, on expire. Voilà, tout ça petit à petit. Donc voilà, je le fais. Ah. Je vais un peu mieux. Donc ça, c'était ma vie d'avant. Je jonglais avec tout, voilà, ça ne marchait pas toujours. Je faisais mon possible pour tenir le coup. Je respirais plus. Et puis, j'allais aussi beaucoup danser. J'utilisais beaucoup la musique aussi pour me défouler, pour tenir le coup. Et pour aussi sortir tout mon stress. Et puis, je continue de jongler comme je peux, mais un jour, c'est la chute. C'est la chute. Diagnostic, burn-out.
Donc, pour qu'on puisse tous partir avec la même compréhension de ce que c'est le burn-out, j'ai trouvé une définition dans ce super livre où il y a pas mal de témoignages de personnes et j'ai compris que j'étais pas seule à vivre un burn-out. Et donc, on nous dit dans ce livre que le burn-out, on va au-delà de l'épuisement. On se vide de l'intérieur, mais même si ça ne se voit pas de l'extérieur. Et en fait, le corps fait vraiment sauter les plombs. Et en fait, c'est une pathologie invisible. Ça ne se voit pas de l'extérieur. Donc, je vais un peu me présenter. Donc, je suis française, mais ça fait plus de 10 ans que je vis en Belgique. Donc, voilà, vous allez avoir aussi des données belges, parce que c'est là-bas que j'ai vécu cette expérience. Et sinon, voilà, dans mon enfance, mes parents se sont séparés quand j'étais jeune. Et donc, j'ai vécu dans une famille monoparentale avec ma petite sœur et puis ma mère. Et puis, les fins de mois n'étaient pas toujours évidentes financièrement. Donc, j'ai commencé à travailler à 16 ans, à faire des petits boulots de babysitting, de dog-sitting. D'ailleurs, j'allais promener un chien quasiment tous les jours d'une personne âgée. Et pourquoi j'ai commencé à travailler si jeune? Parce que je voulais avoir un peu d'argent de poche pour me faire des petits plaisirs. Je voulais passer aussi mon BAFA, mon brevet d'aptitude aux fonctions d'animatrice, et forcément c'est payant, donc il fallait que je le finance, et également mon permis de conduire. Et donc, d'ailleurs, j'ai rempli ma première demande de financement pour le BAFA auprès de la région à 17 ans. Mon premier exploit. Et donc, au lycée, à côté de ces petits boulots, je rentre en sciences économiques et sociales, parce que je suis déjà intéressée par les problématiques sociétales, j'ai envie d'en savoir plus, de comprendre. Donc, voilà, je fais cette formation spécialité sciences politiques. Et puis, je continue à l'université, j'ai choisi de faire une licence de sociologie. Donc la sociologie, c'est l'étude des individus au sein de la société et des phénomènes sociaux. Et après cette licence, je fais une petite pause d'1 an où je vais faire un projet de volontariat européen. À l'époque, c'était le service volontaire européen. Et donc, voilà, pour voir si je suis apte à partir 1 an à l'étranger et puis à travailler. Donc, c'était en Grèce, dans un foyer qui accueillait des jeunes garçons et on était là pour soutenir l'équipe. Et j'avais pour volonté de vouloir travailler dans le développement, l'humanitaire. Donc, voilà, je voulais un peu tester ça. Et donc, pardon. À la suite de ça, je m'oriente en géographie humaine. Donc là, c'est l'étude des individus avec leur espace, en lien avec leur espace. Donc ça me permettait d'avoir un regard transversal. Et puis j'ai choisi une spécialité territoire, culture et développement, voilà, parce que je voulais travailler là-dedans. Bon, après, je me rends compte quand même qu'il y a déjà pas mal de choses à faire en France ou en Belgique et qu'il n'y a pas nécessité à aller à l'international. Donc, je vais à un moment donné commencer, après mon master, je commence à chercher du travail. Et puis, j'arrive en Belgique en 2013 via un autre programme européen, je pense que je les ai tous faits, le stage Leonardo. Pour acquérir plus de compétences. Et donc, voilà, j'arrive en Belgique dans une association. Et à partir de ce moment-là, j'avais déjà un peu commencé mon engagement associatif, mais là, vraiment, où je passe par différents statuts, stagiaires, volontaires, des contrats, tout type de contrats, salariés à un moment donné quand même, et puis aussi bénévoles, bien sûr. Il fallait que ça se présente aussi, ça. Donc, je vais vous raconter aujourd'hui
En quoi mon parcours et mon engagement dans le milieu associatif m'a consumé. Je vous parlerai bien sûr du burn-out, en quoi ce n'est pas une pathologie individuelle mais bien systémique. Et puis je vous montrerai qu'il y a aussi des initiatives qui se mettent en place et pour ne pas finir consumé pour la bonne cause. Donc j'arrive en stage Leonardo dans cette association de volontariat à l'international pendant 6 mois. Ça se passe bien et puis le directeur me dit « Ah, mais si tu veux, j'ai une nouvelle opportunité pour toi, c'est le volontariat de service civique. » Donc je me dis « Ah, bah chouette, 1 an, ça peut être sympa. » Donc je suis chargée de l'accueil des volontaires individuels en Belgique. Donc à cela s'ajoute le partenariat. Voilà, donc créer du lien des partenariats en Belgique. Je m'occupe également des groupes qui souhaitent partir à l'étranger. On travaillait beaucoup avec les groupes de scouts ou les écoles. Je m'occupe également des formations de préparation au départ, que ce soit pour les individuels ou pour les groupes. Alors, je viens en soutien également pour le recrutement de d'autres stagiaires ou services civiques. Et puis, notre directeur, il a une spécialité, c'est-à-dire organiser des rendez-vous, mais ne pas être présent au rendez-vous. Donc, bien sûr, c'est nous, les stagiaires, volontaires de services civiques, qui prenons le relais. Voilà. Et donc, dans cette association, je pense qu'on a une bonne dizaine de stagiaires volontaires de services civiques. Et donc, il n'y a qu'un seul salarié, le directeur. Donc bon, j'ai beaucoup appris, hein, clairement j'ai appris plein de choses. La devise de cette association, c'était « par, pour et avec les volontaires ». Moi, je vivais par cette association, pour cette association et avec cette association. Voilà, mes collègues, c'était mes amis. Enfin, franchement, je vivais cette association tout le temps. Voilà. Et donc clairement, j'avais un rôle de salarié parce que je ne faisais pas du 25 heures par semaine, mais plutôt du 39 heures par semaine, si ce n'est pas plus. Je ne comptais pas trop mes heures d'ailleurs. Le vendredi soir, je faisais des nocturnes parce que je recevais des mails comme ça. Et le lundi matin, j'avais un peu peur de tous les mails que j'allais recevoir. Donc j'ai essayé d'y répondre au maximum le vendredi soir. Et puis bien sûr, il y avait les formations le week-end, de temps en temps des formations en soirée pour les groupes. Enfin voilà, je donnais beaucoup. Donc clairement, j'avais vraiment un rôle de salarié. Et dans le code du service civique, il est bien inscrit que le volontaire de service civique doit réaliser des activités complémentaires aux salariés. Là, il n'y avait pas de complémentarité. Hein, Et donc, pour nous remercier de tout le travail qu'on donnait, notre directeur nous donnait un peu plus d'argent en plus que l'indemnité de base que nous avions. Donc, en 2013, c'était en 2013, c'était 540 € par mois, l'indemnité de base. Hein. Et il nous donnait 400 € en plus. Donc j'étais à 940 € par mois. Donc oui, c'était un travail salarié avec une rémunération symbolique. C'est tout ça pour la bonne cause. Donc j'ai quelques petits chiffres de volontariat du service civique. Donc en 2013, il y a 34 000 personnes qui réalisent un volontariat de service civique. Et en 2022, 144 000 personnes. Donc en fait, le nombre de volontaires de service civique a été multiplié par 4,2.
Alors pourquoi? Pourquoi? Clairement, dans notre association, il n'y avait pas de financement. Donc, elle vivait avec, par et pour les volontaires. Hein. Donc là, c'est clairement il y avait un remplacement du travail salarié par les volontaires. Et puis aussi, moi, le volontariat de service civique, c'était un tremplin vers l'emploi. Et je pense que mes collègues, on était tous dans la même situation. C'était pour acquérir de l'expérience et trouver un emploi par la suite. Alors moi, j'espérais trouver un emploi peut-être dans cette association, mais bon, il n'y avait pas d'argent. Mais on m'a proposé, un nouveau contrat. Alors, ça s'appelle le contrat article 17. Contrat article 17, c'est un contrat où on est payé à la prestation. Moi, j'étais chargée de pédagogie et formation, donc j'allais animer les formations de préparation au départ, et puis il y avait des retours aussi. Hein. Et donc, j'étais payée pour ces formations. Tout le travail pour préparer ces formations-là était fait de manière bénévole. Voilà, pour la bonne cause, hein, encore. Forcément, je fais environ 2 formations par mois. Je ne peux pas vivre avec ce que je gagne. Donc, je trouve un boulot alimentaire dans une sandwicherie, pas très loin d'ailleurs. Voilà, je commence à travailler dans cette sandwicherie, alors de manière non déclarée. Parce que, bon, eux aussi, ils n'étaient pas très riches. Donc voilà, je continue pendant 1 an ce contrat article 17. Donc, c'est une sorte de... Enfin, c'est un flexi-job. Hein, Et puis, ensuite, je trouve enfin un vrai boulot. Je suis embauchée dans une association qui accueille des personnes déficientes intellectuelles. Et ils accueillent pas mal de volontaires aussi pour venir soutenir l'équipe pédagogique. Et moi, je suis chargée de m'occuper de ces volontaires-là. Il y en avait quand même entre 20 et 30 par an. Hein. Et donc, je suis recrutée, c'est un CDD, mi-temps. Donc, je continue à travailler à la sandwicherie à côté pour compléter mon salaire. Alors, je n'ai pas fait reconnaître mon master en Belgique parce que là, on m'a embauchée avec le niveau baccalauréat. Si je faisais reconnaître mon master, ils n'auraient pas pu m'embaucher. Donc, j'ai décidé de faire reconnaître que mon baccalauréat pour être embauchée. Oui. Et donc, oui, voilà. C'est ce qu'on appelle des contrats atypiques. Donc, je continue la sandwicherie aussi à côté de manière non déclarée aussi. Et au bout de 2 ans, ce contrat s'arrête, ce CDD. Et je me retrouve avec un chômage de mi-temps. Donc, un chômage de mi-temps, c'est pas très élevé. Donc, je continue de travailler à la sandwicherie. Alors, cette fois, de manière un peu déclarée quand même. C'est-à-dire que je dois faire 30 heures par semaine, mais je suis déclarée que 10. Parce qu'en fait, ces 10 heures qui sont déclarées sont retirées de mon chômage. donc voilà. Je voulais aussi faire un petit point. Ouais, je le ferai plus tard. Non, bon, on va le faire maintenant. Sur le secteur associatif au niveau de l'emploi. Donc, en Belgique, l'emploi salarié dans le secteur associatif représente 10,5% de l'emploi total. Et de 1998 à 2005, il y a eu une augmentation de l'emploi de 8,4%. Donc, donc voilà, ça représente une part importante
de l'emploi total. Ouais. Et donc, pourquoi cette augmentation? D'une part, parce que il y a une délégation des missions de service public vers les associations. Et aussi parce qu'il y a eu une transformation des organismes publics, de transformation de la forme juridique en association. Donc voilà, ça explique l'augmentation du pourcentage d'emplois associatifs. Et il y a un autre chiffre dont je voulais vous faire part. Donc toujours en Belgique, le nombre total de salariés associatifs en 2005 représente 351 000 personnes environ. Et les équivalents temps plein représentent 264 000. C'est-à-dire qu'en fait, les salariés du secteur associatif travaillent en moyenne à 3/4 temps. Ce qui veut dire qu'en fait, le recours au temps partiel est très fort présent dans le secteur associatif. Donc, voilà, je travaille dans cette sandwicherie avec mon chômage de mi-temps. Donc, je ne suis pas très riche. Je gagne environ 700 € par mois. Et là, je me dis, ah, c'est compliqué. Si j'ai un loyer à 400-500 €, il ne me reste pas beaucoup pour vivre. Et puis là, il y a un ami d'amis qui me dit, ah, si tu veux, j'ai une coloc où c'est 200 €, toutes charges comprises, avec Internet. Hein. Et je me dis, ah bah ouais, super, c'est le bon plan à Bruxelles. Je vis à Bruxelles, hein, donc les loyers sont un peu élevés. Et je me dis, oui, allez, je prends. De toute façon, je n'avais pas trop le choix. Hein, mais alors, ce n'est pas le grand luxe. Hein. J'arrive, la chaudière casse. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau chaude, pas de chauffage. Ma chambre est en demi-sous-sol. Bah, du coup, voilà, je n'ai pas beaucoup de loyer, mais je deviens aussi végétarienne pour faire des économies. Et j'ai développé des compétences de récup de fin de marché. Vous savez, on va chercher les légumes en fin de marché pour avoir des fruits et légumes gratuits. Donc voilà, vous pouvez me demander. Hein. Donc, je continue ma recherche d'emploi. Et donc, c'est un peu compliqué parce que je travaille quand même plus de 30 heures dans cette sandwicherie. Et donc, j'impose un peu aux employeurs, oui, alors, soit c'est sur mon jour de congé, soit l'entretien doit se dérouler entre 8h30 et 9h30 maximum, ou après 17h30. Donc, voilà, j'enchaîne un petit peu les deux. Et bon, bah, c'est compliqué, quoi, je trouve pas. Et là, j'ai encore une nouvelle opportunité qui est un contrat dans une ONG qui travaille avec les personnes en situation de handicap. Et c'est un contrat d'insertion. Donc voilà, je suis toujours en dessous des 1 000 €. Donc je continue toujours cette sandwicherie. Je suis devenue une spécialiste des sandwichs. Vous pouvez me demander aussi. Alors ce qu'il faut savoir aussi, ce que je n'ai pas précisé, c'est que à côté de ça, je continue mon engagement bénévole, que ce soit dans l'association de volontariat où je suis au CA, et puis je suis aussi dans une autre association pour promouvoir la consommation responsable. Donc voilà, je suis engagée à fond, pour la bonne cause. Hein. Et donc, au sein de cette ONG, je travaille, c'est un temps plein. Hein. Donc, je travaille en Belgique, c'est 39 heures par semaine le temps plein, pour 800 €, un truc comme ça.
Donc bah oui, voilà, je continue dans cette sandwicherie. Voilà, je travaille quand même beaucoup. Et puis un jour, j'entends le directeur des volontaires de cette ONG qui dit « Ah, bah, je cherche quelqu'un, une chargée des volontaires dans notre pôle. » Je fais « Ah, super, c'est pour moi, j'ai l'expérience, c'est fait pour moi. » Et il me dit « Par contre, on a besoin de bénévoles pour les 20 km de Bruxelles. » Donc c'est une course qui se déroule à Bruxelles et dont l'ONG participait pour distribuer les goodies, les t-shirts et puis que tout se passe bien pour les coureurs. Je fais bah, c'est parfait, je vais participer, je vais être présente, je vais prouver de ma valeur, je vais montrer que je suis à fond dans le projet de l'association. Donc voilà, je donne le meilleur de moi-même. Et l'entretien se passe bien. Et il me dit non, c'est super, tu as toutes les compétences, mais par contre, il faudrait que tu saches parler néerlandais. Et nous, on cherche quelqu'un qui sache parler néerlandais. Ah, sorry, ik spreek niet Nederlands. Sorry. Donc voilà, j'aurais pu clairement me passer de cette journée de bénévolat que j'ai fait en plus de la sandwicherie où j'ai passé mon mois de juin à travailler quasiment 7 jours sur 7. Enfin voilà, j'étais épuisée. Ouais, tout à fait. Et je continue mon parcours. Ah oui. Donc, en fait, sur 3 ans, j'ai cumulé des contrats atypiques et des contrats précaires. Voilà, sur 3 ans. Et donc, j'étais vraiment dans une situation de précarité pendant ces 3 ans. Donc, c'est un état d'instabilité qui peut toucher, et d'insécurité qui peut toucher les différents domaines de la vie et de la personne. Et pourquoi on donne tant dans le milieu associatif? Pourquoi on s'engage tant? Alors, c'est vrai que le milieu associatif, on fait ça pour la bonne cause, hein, c'est politique, on a envie de changer le monde, on veut participer à changer la société. Il y a de la reconnaissance aussi, c'est gratifiant. Et puis c'est porteur de sens, donc on se donne à fond, on a envie de participer à ce changement. Mais en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une culture du dévouement dans l'association. C'est normal, on doit tout donner. Il y a une culture du dépassement des horaires. Pareil, c'est normal, si on ne dépasse pas ces horaires, c'est qu'on n'est pas assez dévoué au projet. Et puis, alors l'avantage ou pas, c'est que dans le milieu associatif, on est assez autonome. Et donc, on a tendance à gérer ses propres horaires. Et donc, voilà, moi, quand je faisais des nocturnes dans cette association de volontariat le vendredi soir, voilà, je ne comptais pas mes heures et personne ne me demandait de le faire. C'était juste par bonne conscience professionnelle ou pour la bonne cause. Mais voilà, je gérais ma propre exploitation finalement. Je gérais mes propres horaires et je gérais ma propre exploitation. Mais tout ça, c'est fini. Alors, je vais prendre 3 grandes inspirations. Ah, j'ai pas pris mon café. Ça, c'était ma drogue. Donc, en 2019, je trouve enfin un vrai contrat avec
des vraies conditions de travail. Enfin, je ne sais pas si on... Non, enfin, bref. Un vrai contrat, en tout cas. Donc, un CDI à temps plein, rémunéré à la valeur de mon poste. Donc, je commence ce travail, je suis fatiguée, mais je continue de tout donner. Mais par contre, je suis riche. Je gagne 1 800 € par mois. D'ailleurs, je me rappelle que je dis à un de mes collègues, pendant qu'on mange ensemble, je lui dis mais qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent? C'est trop, quoi. Moi, j'ai appris à vivre avec 700 € par mois. C'est la belle vie. Bon, du coup, j'en profite pour m'acheter des belles affaires. Enfin, des belles affaires. On reste quand même dans le milieu associatif, hein, mais je suis plus avec mes jeans troués et ma veste trouée ou de rando, quoi. Je peux m'acheter une belle veste. Hop. Oui, parce que je ne vous ai pas dit, en fait, je suis formatrice. Et donc, j'anime des formations pour l'accompagnement des personnes déficientes visuelles. Donc, je suis face à différents types de publics. Il faut quand même que je sois un peu bien habillée pour qu'on me prenne au sérieux. S'ils ne te voient pas. Je peux m'acheter des nouvelles chaussures, des belles chaussures. Donc, voilà. Ça, ciao. Hop. Ah ouais, j'ai la classe. Et puis aussi, l'outil indispensable de la formatrice, c'est la montre. Donc je peux m'acheter une belle montre. Alors c'est pas une Rolex, hein, voilà, on reste quand même dans le milieu associatif. Avec mes 1 800 € par mois, c'est peut-être pas suffisant pour m'acheter une Rolex. Donc voilà, je commence dans cette association. Et donc, je suis amenée à donner des formations pour tout type de public. Alors bien sûr, je suis seule sur ce poste. Hein. Donc, je m'occupe des formations, de la création des outils pédagogiques. Je fais du démarchage aussi pour trouver des nouveaux clients. Je me charge de la communication, des inscriptions, enfin voilà, bref, je fais tout. Et donc je travaille à Bruxelles et moi je vis à Bruxelles. Donc j'ai environ une demi-heure de trajet lorsque je vais au bureau. Sauf que lorsque je donne des formations, je suis amenée à donner des formations partout dans la Belgique francophone. C'est-à-dire que parfois, je peux me retrouver à la frontière française, à plus d'1h30 de route, pour donner une formation sur le lieu. Et un jour, je me dis, mais c'est étrange, pourquoi je ne peux pas prendre en compte dans mes heures de travail le temps de déplacement? Parce que, je ne sais pas, la directrice, elle me dit, c'est comme ça, hein. Nous, notre règle, c'est on compte vos heures de travail à partir du moment où vous prenez quelqu'un en charge. Parce que lors de mes formations, j'étais accompagnée d'une personne déficiente visuelle qui m'aidait dans les formations, mais en même temps, je devais aller la chercher à la gare ou à un point de rendez-vous, donc le matin avant le début de la formation, ou bien lorsque j'arrive sur place. Donc en fait, à un moment donné, parfois je partais, il était 7h du matin, je rentrais chez moi, il était 19h, mais j'avais peut-être 2-3 heures de temps de déplacement qui n'étaient pas comptés dans mes heures de travail. Donc voilà, ça m'a un petit peu épuisée. Et en fait,
Ma responsable, entre-temps, avait répondu à un appel d'offres pour avoir un financement de notre pôle formation. Sauf qu'en fait, on n'a pas reçu ce financement. Donc, il y avait une pression en plus financière sur l'association et sur moi aussi, en fait. Donc, je pense qu'on devait faire des économies sur le trajet, je ne sais pas trop. Et donc, voilà, il y a pression financière. Et ensuite, d'autres associations qui font un peu la même chose que nous ont été acceptées pour les appels d'offres. Donc, en fait, il y a aussi une concurrence entre les associations pour savoir qui va obtenir l'appel d'offres, qui va recevoir les financements. Donc voilà, il y a une pression financière déjà qui se met. D'ailleurs, ça ne vient pas de nulle part. Car en 1980, il y a une politique qui arrive et qui s'appelle le New Public Management. C'est la politique des 3 E. Économie, efficacité, efficience. Donc en fait, c'est une politique qui est arrivée en Europe et qui s'est installée, que ce soit en France ou en Belgique. L'idée, c'est de rentabiliser les coûts et d'être plus efficace, voilà, que ce soit au sein des services publics et par ruissellement dans le cadre du secteur associatif. Parce qu'en fait, en Belgique et même en France, ce qui se passe, c'est qu'on a de moins en moins de financement, de fonctionnement pour l'association et qu'on doit de plus en plus répondre à des appels à projets pour obtenir des financements. Donc il y a ça qui se crée. Donc bon, je continue. Et on me dit, ah, il y a un séjour au Portugal qui se prépare avec les personnes déficientes visuelles, tu devrais y aller, tu vas apprendre plein de trucs. Et moi, je me dis, bah ouais, trop chouette, en plus, ça va être chouette le Portugal, et je vais apprendre plein de trucs, je vais créer du lien avec les personnes déficientes visuelles, avec mes collègues, enfin, ça va être chouette. Donc voilà, j'accompagne ce groupe pendant 10 jours, donc c'est quand même fatigant parce qu'on les accompagne du matin au soir et du soir au matin. Donc je rentre de ce séjour, mais bon, je ne peux pas prendre 2 jours de congé, j'ai trop de travail et puis il faut que je rattrape mes jours de formation que je n'ai pas donnés. Donc voilà, j'enchaîne. Formation le soir, formation le week-end, pour attraper toutes les formations que je n'ai pas pu faire au cours de ces 10 jours. Ouais. Puis, bah ouais, voilà, j'essaie de continuer comme je peux, mais à un moment donné, bah, c'est trop, et c'est la chute. Diagnostic, burn-out. Donc là, je suis au fond de mon lit. Hein. Je fais des crises d'angoisse. J'arrive plus à réfléchir. Voilà, je remets mes chaussons hein, parce que du coup, je suis pas en talons chez moi. Et puis au bout de 2-3 semaines d'arrêt maladie, je reçois un appel de ma responsable qui me dit « Alors aujourd'hui, tu vas recevoir un courrier recommandé pour t'annoncer ton licenciement. » C'était un peu violent. DJ. Thierry. Tu dégages, 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 tu dégages.
dégages, tu dégages, tu dégages. Voilà, je l'ai un peu pris de cette manière. Tu dégages. Ouais, c'était violent. Et je vous l'ai dit au début, j'étais en CDI. Et là, en arrêt maladie, je ne savais pas qu'on pouvait dégager quelqu'un comme ça, en CDI, en arrêt maladie, avec une phrase écrite. La personne n'est plus apte à remplir ses fonctions. Bah oui, je suis en arrêt maladie, je suis seule sur mon poste, donc d'office, personne ne peut me remplacer, donc je fais perdre un peu de l'argent à l'association puisque je n'en ramène pas, je suis absente. Donc voilà. Et j'ai envie de comprendre quand même les raisons de mon licenciement. Donc je prends mon courage à deux mains, parce que je vous assure que c'était pas évident. Je suis comme ça, enfin je suis en plein burn-out, hein, donc j'ai un peu de mal. Et je demande un rendez-vous, une rencontre avec la directrice et ma responsable. Et donc elles me disent, bah oui, t'es absente, il n'y a personne, donc voilà. On ne peut pas te garder parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse les formations. Bah oui, je suis en arrêt maladie. Donc oui, pas possible. Et puis on me dit, et puis en fait, il fallait que tu fasses 3 formations par semaine et tu ne les faisais pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'on te licencie. Donc j'essaie de leur expliquer que si je veux faire correctement mon travail, 3 formations par semaine, c'est pas possible. Alors oui, si, je peux le faire en fait, mais en faisant la même formation pour tout le monde et puis en faisant mal mon travail en fait, tout simplement. Enfin voilà. Donc je suis pas un robot et là clairement on me dit si c'est possible, tu peux le faire et moi je me dis mais non mais c'est de la déshumanisation, enfin, on ne peut pas faire juste une formation comme ça, et puis tu nous payes, passe le chèque, et puis ciao, quoi. Donc voilà, c'était un peu leur mentalité. Et donc, Michel Chauvière, qui est sociologue, lui, il parle de chalandisation. C'est-à-dire, c'est un terme qui signifie que l'on prépare la possibilité de la marchandisation du secteur public et associatif. Mais selon lui, la marchandisation n'est pas encore arrivée. Quoique. Parce que en Belgique, la loi sur les associations, elle est née en 1921. Et en fait, cette loi, elle a été enterrée en 2019 donc les associations maintenant intègrent le code des sociétés et des associations. Ce qui veut dire une disparition des frontières entre le secteur marchand et non marchand. On lève l'interdiction aussi aux associations de réaliser des activités commerciales. Ce qui menace les spécificités des associations et donc leur rôle. Bien sûr, du coup, il y a un risque de disparition des petites associations au profit des grandes machines. Et puis, ça peut également engendrer une perte de la diversité et de la représentativité associative. Donc je prends une pause quand même d'1 an pour me remettre de ce burn-out. Et au bout d'1 an, je retrouve un emploi en tant que chargée de mission cohésion sociale.
Donc l'idée, c'est que je travaille avec les personnes des logements sociaux pour renforcer leur pouvoir d'agir. Il y a aussi il y a des personnes extérieures qui viennent les accompagner dans les démarches administratives, etc. Donc voilà, moi, je suis chargée un peu de coordonner un peu enfin, de gérer un peu le tout. Et donc dans l'équipe, il y a une coordinatrice, mais que en fait, je croise une demi-journée. Elle est en congé maternité, donc voilà, je la croise. Hein. Et puis, sinon, on est 3 dans l'équipe, à la base. Donc ça va, ça roule quand on est 3, quoi. Puis après, il y en a un qui part, là. Puis il y en a une qui disparaît. Et puis, qui reste-t-il sur le bateau? C'est moi. Ouais. Donc, il n'y a pas de coordinatrice, donc la seule personne de référence, c'est mon directeur qui est déjà overbooké, mais bon, il réussit à trouver 2 heures dans son emploi du temps, parce que je lui dis, mais c'est pas possible, moi je peux pas continuer comme ça, je suis seule, mais vraiment je suis seule. Il faut qu'on trouve quelqu'un pour m'accompagner, me soutenir dans mes activités. Donc on passe 2 heures à discuter du profil de la personne qui pourrait me soutenir, etc. Et puis quelques semaines se passent, je reviens vers lui, je fais alors, qu'est-ce qu'il en est du recrutement? Et il me répond, ah oui, au fait, j'ai recruté quelqu'un d'autre, enfin pour un autre poste quoi. Je fais, ok, donc en fait j'ai été écoutée mais pas entendue. Donc je continue comme je peux. Ouais, je continue. Et donc je commence quand même à me dire, mais il y a un problème dans l'organisation quand même, parce que souvent quand on parle du milieu associatif, on dit nous. Nous faisons, nous sommes, etc. On voit le truc en nous. Et là, en fait, le fait de me dire, mais il y a un problème quand même dans l'organisation du travail, là, et donc, en fait, émettre l'idée qu'il y a un problème dans l'organisation du travail à l'intérieur d'une association, c'est remettre aussi en question le nous. Donc je continue, je suis AS, chargée de projet. Je suis, je jongle avec tout ça quoi. Oh là là. Je suis aussi animatrice. Ouais. Ouais. Ah. Je suis aussi chercheuse de clés. Et également déménageuse. Et enfin, réparatrice d'imprimantes. Bon, voilà, tout ça s'effondre là. Hop. Ciao. Donc, voilà, burn-out, hein, diagnostic. 2e burn-out. Hein. Donc, clairement, j'ai une surcharge de travail. Il y a vraiment un décalage entre mes missions et ce que je réalise réellement dans le cadre de mon boulot. Ouais, j'ai trop à faire. Pas assez de temps, pas assez de ressources, j'oublie mon bien-être hein, de toute façon, et tout ça pour la bonne cause.
Et en fait, Pascal Chabot, qui est un philosophe, qui a écrit un livre qui s'appelle Global Burnout. Il dit « Offrir son temps revient à dilapider son plus intime capital ». Et en fait, on a créé des outils, donc WhatsApp, Facebook, il y avait aussi TikTok avec les jeunes, bon, je cautionnais pas trop, mais voilà, les mails, Teams, ça n'arrêtait pas dans tous les sens. En fait, on a créé ces outils qui sont censés nous faire gagner du temps pour être plus efficaces. On doit toujours aller plus vite, courir, nous agiter, simplement pour continuer d'exister. Et en fait, l'accélération du temps, elle est devenue source d'aliénation. Le temps s'est transformé, l'heure est partout et le temps nulle part. D'ailleurs, le terme deadline, souvent on l'écrit dans les mails, deadline, donc ligne de mort, nous montre en quoi vraiment notre société est devenue morbide. Donc, avant la grande chute, mes 2 grandes chutes, j'ai eu des petits arrêts maladie. Et donc, quand j'allais voir le médecin me disait « Ah, il faut vous arrêter, je vous mets 15 jours ». Et j'étais « Non, non, mais c'est pas possible, j'ai trop de choses à faire, je vais devoir rattraper, après, ça va être horrible. Mettez-moi 3 jours, après j'ai le week-end, et puis je pars en vacances, ça va le faire. » Non, 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 on n'abandonne jamais, on est déterminé, déterminé, et ça tu le sais. Non, 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 on n'abandonne jamais. La victoire, c'est... Non, 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 on n'abandonne jamais, on est déterminé, déterminé, et ça tu le sais. Non, 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 on n'abandonne jamais. Promis à la victoire. Donc voilà, je lâche rien. Et en fait... il y a comme un silence dans le monde associatif, particulièrement autour de la souffrance au travail. On n'ose pas l'exprimer parce qu'on se dit c'est pour la bonne cause, on adhère au projet. Mais en fait, il y a un conflit de valeurs entre celles qui sont revendiquées à l'extérieur, d'accompagnement, de soutien, de solidarité, et ce qui se passe vraiment à l'intérieur de l'association, la réalité des pratiques. Donc il y a vraiment un conflit de valeurs. Donc, voilà, je vous disais, j'ai eu des petits arrêts maladie. Et avec cela, j'ai eu des signes annonciateurs du burn-out. Avant d'en arriver là, j'ai eu des signes annonciateurs. C'est-à-dire que j'ai plus mes menstruations pendant plusieurs mois. J'avais des hémorroïdes. Je me suis retrouvée bloquée du dos alors que je n'ai pas de problème de dos. Bon, alors, mon sommeil, je ne vous en parle pas. Hein. Je faisais des insomnies. Et puis j'étais en permanence stressée, en tension. En fait, j'étais tout le temps comme ça, à courir partout. Là, comme vous m'avez vu. C'est le matin, je me levais presque, je sautais du lit, quoi. Je sautais vraiment du lit. J'étais comme ça dès le matin. Voilà. Et je les ai pas écoutés, ces signes. J'y suis allée jusqu'au bout, quoi. On lâche rien. Et donc, à chacun sa chute. Mais ce qu'on a comme point commun, lorsqu'une personne tombe en burn-out, c'est une grande fatigue, des problèmes physiques et mentaux, cognitifs. Et donc, Herbert Freudenberger, j'espère que je prononce bien, c'est un psychanalyste américain qui est le premier à décrire le burn-out en 1976.
Il dit « Les gens sont parfois victimes d'incendies, leurs ressources internes en viennent à se consumer comme sous l'action des flammes, ne laissant qu'un vide intérieur, même si l'enveloppe externe semble intacte. » Et je voudrais aussi faire une précision sur la différence entre le burn-out et la dépression. Le burn-out, il est lié à notre environnement. C'est lié à quelque chose d'extérieur qui nous amène vers le burn-out. Alors que la dépression, c'est une pathologie psychique qui est liée à l'individu. Donc elle est plutôt intérieure. Donc voilà, les signes annonciateurs, ils ont aussi perduré pendant mon burn-out quand j'étais au fond de mon lit et à ne plus pouvoir en sortir. Ouais, les 2-3 premiers mois, c'était compliqué. Je faisais une sortie par jour. Ça m'épuisait. Donc soit j'allais faire des courses. Alors déjà, le supermarché, c'était compliqué. Sinon, j'allais faire une balade autour des étangs à côté de chez moi. Ou bien j'avais mes rendez-vous aussi, psychologue, sophrologue, enfin voilà. Et mon tai chi aussi, ça me calmait un peu, le tai chi. Donc voilà, ça perdure, le sommeil. J'ai mis énormément de temps à avoir à nouveau un sommeil de qualité. Ce n'est pas encore toujours le cas. Le stress, bon, j'ai un peu redescendu, mais voilà. Donc ça peut perdurer dans le temps. Aussi, au tout début, je me suis rendu compte que j'arrivais plus à écrire. C'est-à-dire que je mélangeais les lettres, les mots, et là je me sentais vraiment affaiblie. Enfin, il ne me manque rien en fait. Même lire, c'était compliqué. Et un jour, bien sûr, j'enchaîne aussi crise d'angoisse tous les jours, crise de larmes. Et un jour, ma coloc me demande alors, qu'est-ce que tu as prévu cette semaine? Moi, je m'effondre. Oui, je m'effondre. J'ai rien de prévu, moi. J'ai prévu de me reposer et essayer de survivre, en fait, au burn-out. C'est ça que j'ai prévu. Mais voilà, c'est compliqué. Je vais vous montrer quelques chiffres sur le burn-out. Alors, ce sont toujours des chiffres en Belgique. Hein. Donc, le nombre total de personnes salariées, demandeurs d'emploi ou indépendantes, qui sont en burn-out. Donc, avec plus d'1 an d'arrêt maladie. En tout cas, selon ces chiffres. Donc, en 2016, il y avait 25 000 personnes en burn-out et en 2021, 35 000. Donc, on a une augmentation de 40%. Ce qui est énorme, hein, quand même. Donc en fait, on se posait la question à savoir si le burn-out, c'est pas une nouvelle maladie du siècle, une pandémie. Et puis, plus particulièrement pour les femmes, en 2016, il y avait 17 000 femmes en burn-out et en 2021, 25 000. Ce qui représente un total de... Voilà, il y a 71% de femmes qui sont en burn-out. Parmi le nombre total de personnes en burn-out, ce qui est énorme. Alors pourquoi autant de femmes? D'une part, les femmes, elles ont souvent un double boulot entre leur travail salarié et leur travail domestique. Entre leur espace professionnel et leur espace privé. Donc, travail domestique, j'entends s'occuper des enfants, faire la cuisine, la vaisselle, s'occuper de la maison globalement et des gens qui sont dedans. Et clairement, la répartition des tâches domestiques, elle n'est pas encore équilibrée. Et donc, les femmes en font clairement beaucoup plus que les hommes. Donc, pardon ? Je ne sais pas, allez voir les chiffres en France. Hein.
Et aussi, il y a aussi ce que j'appelle la socialisation genrée. Donc la socialisation genrée, c'est l'éducation que l'on donne aux femmes elles s'occupent des autres, elles sont aux soins avec les autres. Et donc les femmes, elles s'orientent aussi plus vers les métiers du soin, du social, dans l'éducation également. Et donc, je pense qu'elle, enfin voilà, c'est pas je pense, je l'ai lu, hein, mais elle donne beaucoup plus aussi. Il y a une sorte de culture du dévouement aussi qui est surdéveloppée. Ce qui aussi engendre le fait qu'on soit plus en burn-out. Et puis également, les métiers du soin, du social, c'est clairement moins bien considéré dans la société, moins bien valorisé aussi également économiquement. Donc ça rajoute des choses. Alors un jour, quelqu'un me dit non, mais c'est parce que tu es fragile que tu es en burn-out. Et alors sur le moment, je ne savais pas trop quoi répondre, donc du coup j'ai réfléchi à cette question. Et donc on a tendance aussi à dire que les femmes, elles sont fragiles par nature, à essentialiser ça. Il faut déconstruire cette pensée. Les femmes ne sont pas fragiles par nature. C'est le système qui nous fragilise. Voilà, c'est une mauvaise organisation du travail, c'est le fait d'avoir trop donné, d'avoir travaillé 7 jours sur 7, etc., qui nous a amenés dans une situation de fragilité. Mais c'est bien le système qui nous fragilise. On n'est pas fragile par nature, donc déconstruisons ça. Donc, et puis, moi, je m'en voulais d'être en arrêt maladie. J'ai mis du temps à accepter d'être en arrêt maladie. Je culpabilisais énormément d'être en arrêt. Je me disais, mais pourquoi j'ai pas assez posé mes limites? Pourquoi j'ai pas assez dit non? Pourquoi j'ai accepté de faire tout ça? Et comment vont s'en sortir mes collègues si je ne suis pas là? Je leur laisse toute ma charge de travail. Enfin, je culpabilisais énormément. Et mais en fait, souvent, les raisons du burn-out, on a tendance à les individualiser et les psychologiser. C'est-à-dire que je cherchais la cause personnelle de ma propre défaillance. Alors qu'en fait, voilà, c'est bien l'organisation du travail et ses conditions qui nous amènent à ce stade-là. Alors là, je vais vous proposer, moi j'appelle ça une tension, relâche. Donc c'est pour détendre en fait. Donc on tend comme ça, on retient son souffle. Et on expire. Oh, c'est bon. Ça va mieux. Alors, je vous reparle encore de Pascal Chabot, parce qu'il a une définition, voilà, une conclusion qui me plaît beaucoup, donc je vais vous la lire. Pascal Chabot, il dit « Le burn-out est une pathologie de civilisation qui affecte certains individus en réaction à un état social
qu'ils ne peuvent plus supporter. Leur état reflète les dysfonctionnements du système auquel ils appartiennent. C'est ce qu'il appelle le trouble miroir. Le burn-out révèle l'excès de stress, la perte de sens, le diktat de la rentabilité, la difficulté à porter des valeurs humanistes. Dans un système technocratique, il est révélateur des aspects sombres de notre organisation du travail. Les origines du burn-out se trouvent en dehors de l'individu, liées à ses relations avec son environnement. Donc pour conclure, il y a quand même des initiatives qui se mettent en place et des structures aussi qui remettent l'humain au cœur de l'organisation. Oui, c'est bien ça. Je refuse de travailler. Je refuse de travailler. Je refuse de travailler. Je refuse de travailler. Ça me prend beaucoup trop de temps. J'en ai besoin pour faire plein d'autres choses. Donc voilà, je ne refuse pas de travailler, mais je souhaite travailler dans des meilleures conditions. Donc déjà, d'une part, avoir des subventions de fonctionnement plutôt que de devoir toujours faire appel à des appels à projets, en fait, à passer plus de temps à répondre à des appels à projets. Ça éviterait la concurrence entre les associations et ça renforcerait la solidarité entre elles. Alors en France, il y a un syndicat aussi, on peut se syndiquer, et il y a un syndicat qui s'appelle ASSO. En fait, quand on est salarié du secteur associatif, on est des salariés comme tout le monde. Donc en fait, le droit du travail, il s'applique à tout le monde. Et en Belgique, il y a le collectif 21.be qui s'est créé justement lorsque je vous ai parlé de l'intégration de la loi des associations dans le code des sociétés et des associations. Donc ce collectif, il s'est créé en disant mais non, c'est dangereux, c'est pas normal. Et donc il regroupe des associations et des fédérations d'associations pour réfléchir, sensibiliser, mobiliser autour du fait associatif. Alors là, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus, mais pendant tout mon parcours, j'ai été aussi bénévole dans d'autres associations. Et donc, en plus de mon travail, j'allais faire d'autres réunions le soir. J'en avais jamais marre. Hein, mais... voilà. Donc, ce qui peut être pas mal aussi, c'est d'essayer d'un moment donné de faire des activités qui soient hors du contexte militant, de changer de cadre. Et il y a un livre, donc c'est un roman, je précise, que j'ai lu, qui s'appelle Paresse pour tous. Et donc, dans ce roman, il imagine une société où l'humain est au cœur du projet de société, où on travaille 3 heures par jour, où l'on prend le temps de vivre et d'exister.